Liberation Day. C'est l'expression utilisée par le président Trump le 2 avril 2025 pour marquer le jour où il a annoncé de nouveaux droits de douane sur les importations. Cette annonce est considérée comme le début d'une guerre commerciale qui aura des conséquences économiques dans le monde entier. Elle a déjà entraîné d'importantes fluctuations des marchés boursiers au cours des dernières semaines. J'en parle avec Baptiste Mézot, gestionnaire de fonds chez KBC Asset Management. Vous préférez écouter cette interview plutôt que de la regarder? Alors abonnez-vous à notre chaîne Spotify ou iTunes Financial DJ. Je vous souhaite le bienvenu, heureuse de vous compter parmi nous pour un nouveau Zoom Invest. Bonjour Baptiste, bienvenue. Bonjour Marc. Baptiste, le jour de la libération, c'est une phrase ou un mot qu'on utilise plutôt dans la mémoire d'une libération d'un pays ou d'un régime. Mais depuis le 2 avril 2025, ce mot a pris quand même une connotation différente, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça a plutôt maintenant une connotation négative de par toutes les annonces qu'on a eues sur les tarifs. On s'attendait à des tarifs importants, mais les tarifs ont été beaucoup plus importants que prévu. Et donc, ça a une conséquence très négative sur les marchés financiers, comme on l'a vu les dernières semaines. OK. Voyons les choses sous cet angle-là. Il y avait la période avant le jour de la libération et puis le jour même. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comme vous l'avez dit, les marchés étaient déjà un petit peu tendus parce qu'on savait qu'il allait y avoir des annonces sur les tarifs lors du Liberation Day, mais on s'attendait à des tarifs beaucoup moins importants que ce qui a été annoncé. Donc la réaction était extrêmement négative. Et si on parle du narratif avant ce Liberation Day, il était déjà un petit peu tendu de par une rhétorique assez agressive de Donald Trump sur le côté géopolitique, avec des annonces assez choquantes sur le canal du Panama, sur le Groenland. Et on avait aussi cette réunion à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Zelensky qui avait tourné un peu au fiasco. Donc le narratif était déjà pas excellent avant même cette annonce du Liberation Day. En effet, les choses allaient, disons, de mal en pire. Et alors, le jour de la libération, le Liberation Day même, qu'est-ce qui s'est passé alors? Mais donc là, on a vu que Donald Trump a fait de grandes annonces, même avec des pancartes pour annoncer les différents droits de douane qui étaient imposés sur les différents pays. Et ces droits de douane fluctuaient énormément en fonction du pays qui était touché. Par exemple, il y a des pays qui étaient considérés plutôt comme des pays alliés qui ont été soumis à des droits de douane de seulement 10%, et des zones comme l'Union européenne ou la Chine qui ont des plus gros excédents commerciaux avec les États-Unis, qui ont eux été soumis à des taux très importants. Oui. Alors, le jour de la libération dans la roseraie, ça sonne bien, c'est une belle annonce, une bonne annonce, mais c'était le contraire de l'image même est déjà gravée dans notre mémoire. Trump avec son panneau où il y avait pas mal de différents tarifs qui étaient marqués. Mais ce qui était bizarre, c'est que les tarifs étaient quand même un peu exagérés, non? D'où venaient alors ces tarifs? Alors en fait, il y a assez peu de fondements économiques derrière les différents tarifs annoncés. Ce qu'il a fait globalement, c'est qu'il a pris les déficits commerciaux des États-Unis. Donc globalement, il a regardé ça. Donc globalement, ce que les États-Unis exportent versus ce que les États-Unis importent par rapport à un pays. Et plus les déficits commerciaux étaient importants, plus les tarifs étaient élevés. Donc c'est comme ça qu'on voit que la Chine a été soumise à des tarifs les plus importants. Ouais. Mais on voit que la logique est parfois très paradoxale parce que des pays comme l'Australie ou les Royaumes-Unis qui ont des excédents, qui ont des déficits commerciaux avec les États-Unis, donc où les États-Unis ont des surplus, ils ont quand même été soumis à un tarif de 10%, alors que ça n'a pas vraiment de sens. On a déjà un surplus commercial avec un pays de mettre des tarifs de 10%. Et même encore plus rocambolesque, on a vu que certaines îles non habitées, notamment dans le Pacifique, ont été soumis à des droits de douane, alors que globalement, quand on regarde qui vit là, c'est plus des populations de pingouins que des habitants humains, entre guillemets. C'est pas bon pour les pingouins, ni pour le reste du monde. Mais alors, après cette journée de la libération, qu'est-ce qui s'est passé après alors? Mais globalement, on a vu des réactions sur le marché boursier extrêmement tendues, de par le fait que les marchés s'attendaient à des tarifs beaucoup moins élevés que ça. Ouais. Et après, on a vu aussi différentes stratégies, différents blocs
Certains ont choisi de réagir avec des mesures de surenchère pour, entre guillemets, compenser les tarifs américains avec des tarifs sur les États-Unis. D'autres ont préféré plus une situation de négociation à l'amiable pour éviter de rendre les tensions encore plus fortes avec les États-Unis. Ouais. Ah ouais. Maintenant, les incertitudes, ou l'incertitude même, n'est jamais une bonne nouvelle pour les marchés. Mais ici, ça va un peu plus loin, à mon avis, parce qu'il y a vraiment une perte de confiance dans les États-Unis comme forteresse financière, n'est-ce pas? Oui, donc on rappelle, maintenant il y a une pause de 90 jours avec un tarif universel de 10% pour tous les pays. Donc c'est ça qui a poussé, entre guillemets, à une reprise des marchés financiers, ce qui a été perçu comme très positif. Mais la Chine, par exemple, reste soumise à des tarifs de plus de 100%. Et on voit quand même que globalement, la confiance reste encore très fragile. Ça a poussé quand même beaucoup d'entreprises à faire des augmentations de prix. Donc globalement, on voit que, comme vous le dites très bien, la confiance dans les États-Unis a quand même pris un coup. Et c'est quelque chose qui ne se répare pas juste en quelques annonces. Non. Et on voit que globalement, les personnes sont moins confiantes sur les États-Unis à moyen terme. Donc, M. Trump n'a pas vraiment réussi à rétablir la confiance, même en cause cette pause de 90 jours. Ça a évidemment un peu aidé, mais les gens ne restent pas tout à fait... ils restent encore assez inquiets parce qu'on pourrait très bien ne pas avoir de solution négociée à l'amiable d'ici 80 jours. Donc ça reste... tout peut changer en 24 heures. Donc ça reste une situation peu confortable pour les investisseurs. OK. En effet, Baptiste, il me semble que dans cette situation, pour les investisseurs, prendre des décisions rationnelles n'est pas évident. Comme vous le dites, en fait, il faut essayer d'éviter de céder à la tentation du panic selling. Et souvent, dans ces marchés qui baissent très fortement en des temps assez courts, il est parfois, entre guillemets, trop tard que pour vendre et trop tôt que pour acheter. Donc, il faut essayer de rester rationnel dans cet environnement-là. Et ce n'est pas toujours évident pour les investisseurs. Oui, mais c'est des bons principes pour un investisseur, Baptiste. Mais en tant que stratégie même, qu'est-ce que notre stratégie d'investissement, comment est-ce qu'elle a réagi sur la situation? Et globalement, on avait par exemple des surpondérations dans des secteurs plutôt défensifs comme l'agroalimentaire. Ça nous a plutôt bien servi. De par le fait que ces secteurs-là ont tenu beaucoup mieux que, par exemple, les valeurs technologiques. Et donc ça nous a bien servi. Et maintenant, on réfléchit plus de façon tactique à, entre guillemets, nous repositionner sur certains secteurs qui ont particulièrement souffert, comme le secteur technologique. Et donc on a partiellement pris, entre guillemets, nos gains relatifs sur l'agroalimentaire pour les réinvestir partiellement dans tout ce qui est secteur technologique. OK. Ça, c'est pour la partie des actions, mais surtout dans des portefeuilles mixtes, la partie obligations reste assez importante. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau des obligations alors? Donc, on avait historiquement un biais très positif sur les obligations d'entreprise versus les obligations d'État. On continue à avoir ce biais, mais il est beaucoup moins marqué que par le passé. Donc globalement, maintenant, on reste surpondéré légèrement sur les obligations d'entreprise, mais on continue de favoriser également les obligations d'État. OK. Maintenant, une décision très importante, c'est l'équilibre entre les actions, les obligations et les cash. C'est une des décisions les plus importantes. Comment est-ce que la stratégie a fait l'asset allocation, comme on dit dans cette période-là? Mais là, en fait, on était légèrement sous-pondéré en actions. C'était plutôt positif et surpondéré en cash, donc ce qui nous a bénéficié. Et entre guillemets, on était surpondéré effectivement sur les côtés plus obligations et cash. OK, donc cette gestion active est quelque chose dont on a besoin, et surtout l'investisseur, dans ces temps difficiles. Permettez-moi de résumer notre conversation en 3 phrases clés, je dirais. D'abord, le jour de la libération a quand même causé pas mal de fluctuations et a vraiment bouleversé le monde financier. Il est encore très incertain si la pause des 90 jours sont suffisants pour garder les marchés calmes. 2, comme investisseur, rester calme, c'est un des conseils les plus importants pendant notre conversation. Et troisièmement, notre gestion active va nous guider avec des décisions disciplinées dans ces journées quand même assez volatiles. Merci beaucoup, Baptiste, pour vos bonnes explications. Avec plaisir, Marc. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Zoom Invest.